Allez, bonjour à toutes et à tous, celle-là je vous la devais et je vous l'ai promis, donc on va la faire. Hyper importante à mon avis pour comprendre encore dans ces notions, on va dire, éducatives dans l'ambiance actuelle, puisque donc aujourd'hui, trader les prix à très court terme, ça ne sert strictement à rien. Les prix se sont très fortement décalés de la valeur et on a vraiment cette dichotomie. Je voulais une décorrélation avec Wall Street, mais clairement on l'a mangé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire on s'est pris un Black Swan dans les cryptos. Merci Terra Luna et son joli écosystème qui en a foutu plein la gueule à tout le monde. Bon bref, c'est le principe d'un Black Swan, c'est pas prévisible. Et ça tape au hasard. Bref, donc, en tout cas, les cryptos donc, se sont maintenant décorrélés assez largement. Les prix sont complètement sous l'influence de biais spéculatifs extrêmement dangereux, puisque je vous l'ai dit, je vois clairement les symptômes de la dépression clinique chez les particuliers. C'est vraiment la phase de désillusion totale. Les altcoins, le futur, tout ça, bah, moins 80, moins 90. Pour plus de moins 90 pour certains crypto-projets qui étaient dans le top 50, voire top 100. Donc probablement plein de bonnes choses là-dedans qui sont proches de la mort cérébrale. Moins 95, ça va être très difficile de se relever. Juste pour vous donner la mesure, ça veut dire que derrière, pour retourner à l'ATH, il faut faire x20. Et plus on s'entasse, c'est-à-dire passer de 95 à 96%, multiplie largement. Donc bref, on est sur derrière la quasi-impossibilité technique de se relever pour pas mal de projets. Bon, il y en a d'autres qui ont pris des coups vraiment violents sur la tête, mais qui pourront peut-être encore se relever. Enfin voilà, donc l'état des lieux qu'on avait déjà fait, on a d'un côté donc des prix qui réagissent purement et simplement aux sentiments, donc très compliqué à court terme d'envisager quoi que ce soit. Les brokers ne savent pas quoi faire de mieux non plus. Ils traitent la liquidité à très court terme et arbitrent probablement la volatilité, laissant donc un marché dans lequel les volumes sont relativement faibles. En gros, on a pris un coup sur la tête, on est un peu étourdi et plus personne ne sait quoi faire, les volumes sont très faibles. Et on a de l'autre côté, puisque je vous l'ai dit, c'est là où il ne faut surtout pas mélanger. On l'a vu, on n'est pas dans une structure de bulle, mais alors absolument pas. On est dans une structure de rupture tendancielle avec un range très virulent qui s'est installé sur les UT hebdomadaires. Et surtout, donc, cette queue de vente qu'on a installée avec le Black Swan Terra. Il y a la question que ça soulève toujours, à laquelle je n'ai pour l'instant malheureusement toujours pas de réponse, et malgré les volontés de certains d'affirmer tout un tas de conneries sur les réseaux, il est encore une fois à mon sens de bon ton d'être patient dans l'environnement actuel et d'attendre, de voir quel est réellement l'impact de ce marché. Puisque de l'autre côté, on a des milliards, d'accord, vraiment des milliards qui arrivent chaque mois dans les marchés. On a ces chiffres, encore une fois, tout doit être publié dans le côté de monde des VC, et c'est, encore une fois, hallucinant. 7 milliards de dollars injectés en mars, et en avril, pardon, et c'est 5 milliards qui arrivent de plus en mai. Alors oui, évidemment, ces chiffres commencent à baisser. Ce qui m'invite donc à penser qu'il est le bon ton aujourd'hui de faire cette information-là. Donc, dans le cas où on rentrerait dans un bear market, qu'est-ce que ça va apporter ? Tout ça, puisque donc on a une bataille, clairement aujourd'hui, entre des investisseurs professionnels qui voient la valeur de beaucoup de projets et des prix complètement massacrés. Problème, comme on l'a vu, ils n'entrent pas au capital de ces entreprises par les marchés spot. La plupart du temps, ils vont donc faire ce qu'on appelle du fundraising, c'est-à-dire qu'ils vont contacter les entreprises elles-mêmes et faire du deal OTC, c'est-à-dire qu'ils vont apporter du capital frais avec des gros montants, on parle de plusieurs centaines de millions parfois. Et évidemment, donc à ce moment-là, ce qui est important, c'est de comprendre que le deal OTC n'est clairement pas fait au prix du marché. Et donc, évidemment, ce deal étant fait over the counter, avec des contreparties, pas souvent, pas nécessairement sous forme de token. Il faut bien comprendre que les VC qui amènent des fonds ne viennent pas nécessairement récupérer que des tokens derrière. Ou alors ils récupèrent des tokens avec des vesting schedules, ou alors ils récupèrent d'autres choses. Bref, c'est extrêmement complexe. Encore une fois, ces deals OTC sont souvent faits à huis clos et on n'en a pas nécessairement toujours les ressorts. Donc il faut faire très attention à ça. C'est de comprendre encore une fois ici, et je vous l'avais toujours dit, la smart money a mis les doigts dans ces cryptos depuis 2018. Et maintenant qu'elles y sont, elles font comme elles font toujours, c'est-à-dire, attention encore une fois, beaucoup de choses sont réalisées sous le manteau. L'avantage qu'on a avec les cryptos, c'est que par contre, tout ce qui est réalisé on-chain, on a une totale visibilité là-dessus, mais voilà, il faut quand même retenir que ce avec quoi on terminera à la fin, c'est un monde hybride, à la fois visible et toute une partie quand même de finance invisible qui continuera, à mon avis, assez longuement de se faire sous le manteau. Donc voilà ces deux mondes qui se battent.
D'un côté, les pros qui voient de la valeur, donc qui apportent des milliards. On parle de putain de milliards, d'accord, de vrais dollars. Là, c'est pas des capitalisations boursières de mes couilles, apportées n'importe comment par des bulles spéculatives. On parle de dollars apportés dans les comptes des entreprises, contre des contreparties, souvent des tokens ou autres. Et d'un autre côté, donc, vous avez le sentiment des particuliers, to the cave, on est mort, c'est pas la peine, ça ne se relèvera jamais. On est dans le cas de figure, donc, similaire à 2020. Donc, je vous rappelle, là, le sentiment, c'est pas juste un correctif et une pattern de Wyckoff, etc. Là, c'est le bear market, le vrai bear market. Donc, dans la tête des particuliers, c'est mort. C'est mort, 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 il n'y a rien à dire, éteignons les feux. Le prochain halving, c'est dans 2 ans, alors imaginez-vous, il n'y aura pas de demande spéculative avant 2 ans. Bref, donc comme on l'a dit, le problème, c'est que, et pour moi, ça ne fait aucun sens. Et ça explique surtout probablement l'ambiance dans laquelle on est, c'est-à-dire un sentiment de merde. Et en plus, on peut rajouter donc l'aspect Black Swan de Terra, donc c'est la définition d'un Black Swan, c'est imprévisible, etc. Donc je pense que l'ambiance dans laquelle on est actuellement, c'est une fausse perception de bear market due à un catalyseur externe, mais qui est contrebalancée par des pressions institutionnelles extrêmement fortes, d'accord ? Mais par contre OTC, ce qui veut dire que ça n'a pas d'impact immédiat sur les prix. Et en attendant, de l'autre côté, on a des brokers qui essayent d'arbitrer ça un peu comme ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ont des demandes acheteuses des professionnels, mais énormément de flux vendeurs au jour le jour des particuliers. Bref, le broker essaie d'arbitrer cette volatilité très probablement. Et ça nous donne quoi ? Ça nous donne, à mon avis, des ranges. Des ranges au sein, probablement, donc de tendances haussières, dont on sortira probablement par le haut derrière. Mais en attendant, à court terme, c'est le sentiment qui domine. C'est clairement ça qui drive les prix. Maintenant, on est sur des énormes supports, voire sous des énormes supports pour beaucoup de projets à cause du catalyseur externe Terra Luna. Mais faut-il se poser la question encore de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, de toute cette thune qui arrive. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire ce dernier cours. Enfin, au final, je dis toujours le dernier, puis il y en a plein d'autres, mais bon, ces marchés sont extrêmement complexes. Et à défaut de pouvoir vous donner des stratégies spéculatives actuellement, étant donné la connerie ambiante, puisque je dis c'est un marché de sentiments, et le sentiment, c'est si ça rebondit, le sentiment rebondit, donc ça alimente le rebond, etc. Bref, donc on est dans un environnement où il est impossible de prévoir le rebond, parce que anticiper un rebond du sentiment, bon courage quand les mecs sont juste en train de se couper la gorge en ce moment tellement ils sont déprimés et complètement persuadés que ça ne se relèvera jamais. Donc, comme on l'a dit, on a eu un Black Swan. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une recovery un peu imprévue ? Je pense que c'est toujours possible, mais en attendant, je ne l'anticipe pas. Donc, j'ai plus de stratégie spéculative à réaliser, si ce n'est attendre que soit quelque chose se passe, soit que malheureusement, le sentiment l'emporte sur l'investissement des VC. On voit cet investissement donc, qui commence à se réduire. Donc, encore une fois, attention, la réaction doit, à mon avis, être réalisée avant la fin du trimestre ou début du trimestre prochain. Sinon, c'est probablement le sentiment qui l'emportera et la mort cérébrale nous tirera probablement dans un bear market prolongé. Il s'agit bien de comprendre que je n'ai pas la réponse. Nous sommes vraiment dans une bataille dans laquelle 2 directions s'opposent. Une direction de perception extrêmement baissière des particuliers et à côté de ça, les professionnels qui apportent de l'argent, mais donc OTC. L'une de ces 2 contreparties va gagner. Le biais que je veux introduire aujourd'hui dans votre compréhension de ces marchés n'est donc pas un biais technique, puisque je vous l'ai dit, les biais techniques actuellement indiquent que nous sommes très fortement sous-valorisés, très loin des valeurs. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me ranger du côté des professionnels. Problème, moi en attendant, quand je trade sur le marché primaire, donc le spot. Un marché que ces gars-là ne tradent pas, puisqu'ils ne font que trader OTC. Donc, pour l'instant, j'ai plutôt tort sur les prix, et je m'en suis pas caché. Bref, ce sur quoi je veux discuter aujourd'hui, donc on parle encore une fois de territoire éducatif, n'appliquez pas de stratégie de trading juste sur ce qu'on va dire aujourd'hui, ça n'est pas un signal de trading et ça n'a jamais été voulu en ce sens. C'est plus de l'éducation pour que vous compreniez comment ces trucs-là fonctionnent. Parce qu'un trader éduqué en vaut 2. Voilà. Donc, quand on parle de fundraising, de deal OTC, etc., ce qui est important, c'est donc ce momentum. Le fait que ce momentum commence à se réduire me montre que clairement, les professionnels commencent à se refroidir un peu, à dire, bon, ça continue, encore une fois, ils continuent d'apporter 5 milliards sur le mois précédent. C'est des montants colossaux. Mais ça veut dire que le soutien acheteur va maintenant devoir produire assez rapidement, puisque donc le but ici, c'est d'essayer de trouver un choc haussier qui contredit le mouvement des particuliers et à mon sens devrait nous ramener à peu près dans les médianes des différents ranges pour les bons projets. Voilà toujours l'argument que je défends actuellement et j'attends donc sans anticiper ce rebond.
Et si je ne l'ai pas, eh bien je pense qu'effectivement, à terme, le flux de capital des VC va probablement se tarir, nous laissant donc à la merci des flux de vendeurs, des particuliers. Et là, dans ce cas-là, le broker va s'aligner avec eux, repoussant les prix dans des territoires encore plus bas que ceux qu'on connaît actuellement. Et pour l'instant, la bataille est rangée, et les contextes que j'ai devant moi sur mes fucking graphiques, c'est des ranges. Donc, eh ben moi, je trade ce que je vois, et tant que je ne vois pas de bear market, eh ben je trade un range. Voilà. J'aurais peut-être tort, encore une fois, mais il faut bien mélanger ici le biais spéculatif et la compréhension des mécanismes rentables. Donc là, on laisse de côté le biais spéculatif, j'en ai déjà parlé des centaines de fois, je ne vais pas le redire une fois. On re-rentre et on ouvre le bucket intéressant donc de qu'est-ce qui se passe réellement dans ces trucs-là, et pourquoi et comment je construis mes propres stratégies avec ces profondeurs-là. Donc, les VC commencent un peu à se refroidir, etc., etc. Ce qui est important, c'est de savoir et de comprendre donc quel va être l'impact de ces investissements OTC, et surtout, donc, on est sur du venture capitalisme ici. Donc, comment fonctionnent les VC? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, etc. Et surtout, donc, quels vont être les avantages et inconvénients des projets qui ont été visés fortement par ces trucs-là? On va regarder quels sont ces projets, etc. On va faire une vraie émission où on va casser de haut en bas tout le mécanisme investissement VC. Qu'est-ce que ça peut apporter? Et comme on l'a dit, il y aura des avantages et des inconvénients. Comprendre comment ces trucs-là fonctionnent, c'est ce qui me semble être important aujourd'hui. Pas vu grand monde le faire, mais mis à part blablater pour dire des conneries, ça, il y a du monde. Bon, donc allons-y, faisons le boulot correctement. Donc, les VC, comment ça fonctionne? Un VC, c'est tout simplement un ensemble de personnes, plus ou moins compétentes, généralement elles le sont, avec un historique donc d'investissement pour prouver généralement de leur légitimité. Et ces gars-là récoltent des fonds et les investissent sur différents projets. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous avez ici les top crypto VCs, par exemple, donc Pantera Capital, tous ces trucs-là, normalement vous en avez déjà entendu parler, et vous avez en grosso merdo un détail de leur portefeuille. Donc là, par exemple, on est sur du Bitcoin, Ethereum, Terra, bon ça n'existe plus, Thorchain, Avax, Arweave, Filecoin, ok. Donc comprendre un truc, un venture capitaliste, il diversifie son risque, il mise jamais tout sur 2 projets, sinon c'est pas du VC. Donc le principe d'un VC, c'est de répartir un portefeuille, soit on est sur ce qu'on appelle l'investissement sectoriel, c'est-à-dire qu'on va targeter différents participants majeurs d'un écosystème en particulier, et on apporte du cash, et évidemment, souvent, ce que font les gros VC, c'est qu'ils apportent surtout du conseil. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est à la fois apporter le capital pour développer, mais ils orientent le développement en fonction des différents besoins qu'eux-mêmes identifient. Donc il faut comprendre que c'est vraiment un investissement actif, contrairement à juste un particulier qui va venir acheter le token. Et dans ce cas-là, la fondation qui développe ce token, qui va de l'autre côté le vendre, qui va vendre les tokens qu'elle possède pour financer son développement. Là, on n'est vraiment pas donc juste sur un lien financier, on est sur un lien financier avec, encore une fois, un aspect politique. Il y a clairement une volonté de ces fonds d'arriver avec des gros sabots, donc d'obtenir généralement des tokens un peu moins chers d'ailleurs, dû au volume, et en plus de ça, donc, de demander une forme de contrepartie plutôt d'ordre politique, c'est-à-dire la volonté de pouvoir orienter, alors on appelle ça du conseil pour faire ça bien, mais bon, c'est orienter entre guillemets le développement du projet dans un certain sens. Souvent pour le meilleur, puisqu'évidemment, je dis, c'est un intérêt commun d'arriver à faire grossir le projet. Donc le VC a tout intérêt à ce que le token derrière performe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même cet aspect un peu financier et prédateur, c'est-à-dire que le VC, lui, il n'est pas juste là pour que le projet récolte un maximum d'adoption, il est juste là pour que le token monte. Donc c'est déjà le premier truc qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a un aspect purement financier du VC qui n'est pas forcément le cas de la team. D'ailleurs, vous avez certaines teams de développement, on va en parler, par exemple Atom, qui ne sont pas juste là pour faire monter le token. Et ça, évidemment, ça fait chier pas mal de VC, puisqu'on a donc dans ce cas-là des intérêts divergents. Donc comprendre que le VC, c'est un avantage, il va donc apporter un conseil, et souvent donc une expérience pluridécennale de gens qui sont dans le business depuis très longtemps et qui vont donc avoir des compétences extrêmement importantes pour aider à orienter correctement certains projets sur des choix économiques. Le deuxième problème, c'est que les choix économiques sont souvent transposés en termes de choix financiers par ces entreprises VC. Donc de comprendre que plus elles vont être diluées dans le capital, plus leur aspect financier va rester clairement leur principale priorité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir prendre le contrôle des décisions de l'entreprise. Donc, ce qui est important de comprendre dans un investissement VC, c'est que généralement, ce que fait la société face au VC, c'est qu'elle va éviter que le VC puisse avoir suffisamment d'influence pour prendre le contrôle de l'entreprise. Ce qu'on va voir n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés de production crypto qui, pour certaines, se disent juste « tant que mieux, c'est de l'argent, allons-y, prenons ».
Donc c'est là où on va poser problème. C'est-à-dire que de gros investissements VC, il y a un moment donné où dans la balance, ça commence à apporter d'énormes implications politiques. Donc déjà, c'est le premier truc qu'on va dire. Lever beaucoup d'argent dans une crypto, c'est pas forcément bon signe. Ça vient avec des inconvénients, plus le montant est élevé. Ça vient aussi avec des avantages, hein. Ça veut dire que derrière, tu as les poches remplies pour pouvoir développer plus vite que tes concurrents. Mais souvent, donc, comprendre que ces entreprises vont avoir des développements plus rapides, mais vont avoir aussi des objectifs plus court-termistes. Des objectifs de pump le token, et puis derrière, encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes dans des mécanismes d'adoption. Si vous avez été pumpé et puis que vous êtes déçu, en général, le premier effet derrière, c'est un dump magistral du token. Donc attention, ce que vont faire les VC, s'ils ont un contrôle plus large de l'entreprise, c'est généralement, comme on l'a dit, servir leurs propres intérêts, c'est-à-dire des intérêts financiers, et ils ne sont pas forcément moyen long terme. Enfin, en tout cas, ils se défendent souvent comme étant de moyen long terme, mais si on a trop de profits à court terme, on TP, et évidemment, on écrase le prix. Bref, allez, donc on continue. Côté Pantera Capital, on est sur du Polkadot, Phantom, hein, pour les noms qu'on connaît. Je regarde que ceux qui sont dans le top 20 élargi. On a qui d'autre? Near Protocol, ok. On continue ici. Bitcoin, Ethereum, Maker. On voit que MakerDAO, ça bosse beaucoup d'ailleurs, hein, attention. Donc, on l'a vu l'autre jour en live qu'il y avait peut-être des arbitrages Maker et, comment il s'appelle l'autre là, Tezos? Non, je sais plus. Merde, je sais plus. Bon bref, le truc qui montait là, fou furieux. Là on est sur du Solana, Helium, Near Protocol, Thorchain. Ok, là on est sur du Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Atom. Là on est sur du Atom DYDX MakerDAO. Là on est sur du, pas dans le top 50. Là on est plutôt Avax, Filecoin, MakerDAO, Arweave. Ok, donc ça vous donne juste un ordre d'idée. Avax, ok. Donc on en a vraiment beaucoup qui reviennent assez souvent, hein. Pour ne pas les nommer, de toute façon ils sont connus, hein. Les Solana, les Vavax, ils sont réputés pour ça, pour être très 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 VC friendly. Donc moi ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir donc la tendance parmi les gros, hein, c'est-à-dire ceux qui ont tellement de poids qu'ils peuvent influencer même les décisions des autres, ils sont capables de créer des tendances. Et ces tendances, évidemment, vous les connaissez. Donc pour moi, parmi ceux qui ressortent, de toute façon, Bitcoin et Ethereum. Il faut comprendre que tous les fonds sont derrière ces trucs-là. Comme on a dit, c'est le standard, c'est l'obligatif. Enfin, c'est l'obligatoire. Derrière, on voit qu'il y a quand même des noms qui ressortent assez vite. C'est-à-dire, effectivement, Solana, c'est assez récurrent. Avax, c'est assez récurrent aussi. On l'a vu, il y en a d'autres, hein, qui reviennent assez souvent également. On a Atom qui sort 2 fois. On a Maker qui sort très souvent. MakerDAO, il est chez pratiquement tout le monde. On a vu Near aussi qui sort pas mal. Donc voilà, on va noter ces trucs-là. Mais moi, je note clairement, hein, donc Avalanche, Atom, MakerDAO, etc. Donc ce qui va être intéressant derrière, comme on l'a dit, c'est déjà là, ça veut dire intérêt institutionnel de premier ordre. C'est eux qui vont créer les tendances de demain. Puisque ces gens-là, on les regarde et on les suit. Ok, ce qui est intéressant donc de bien comprendre derrière, c'est que, je vous mettrai peut-être le lien, enfin sinon c'est Dove Matrix, c'est le mieux que j'ai trouvé, hein, qui recense l'intégralité des fundraising qui sont faits. Alors j'ai tout filtré pour minimum 100 millions de dollars, parce que bon, sinon on verra tout. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc de voir si on retrouve les fameux projets qu'on a vus là-bas, pour voir donc combien. Puisqu'on l'a dit, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on a plein de petits funding rounds, ce qui est clairement le cas pour Atom par exemple, ou est-ce qu'au contraire on a des gros funding rounds, c'est-à-dire là on a beaucoup plus de chances d'avoir un contrôle, ou en tout cas des contreparties qui ont été demandées par les fundraisers. C'est-à-dire dans ce cas-là, ils apportent tellement de capital qu'ils vont pouvoir demander des contreparties, souvent d'ordre politique. Donc allons-y, on va chercher. Donc, hop, là on n'a rien. Ah, Near, tiens, on retrouve 350 millions de dollars sur une levée de fonds, d'accord? Et ça a été fait le mois dernier. Dedans, on a donc tous les participants, etc. Évidemment, comme d'hab, OTC, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans le deal, sauf si ces gars-là le publient, mais bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Yuga Lab, tiens, comme on les retrouve, 450 millions de dollars, tiens donc... qu'est-ce qu'on a? Luna Foundation God, $1 fucking billion. Tout ça pour finir à 0. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a donc derrière? Polygon, hyper important, 450 millions. Hein. Donc là, on est sur du funky furieux. Phantom, 109 millions. Donc on est sur le bas du tableau, mais quand même 100 millions, ça reste des investissements relativement colossaux. Surtout quand on regarde donc relatif au market cap. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, relatif à la market cap, ils doivent pleurer les VC qui ont mis l'argent là-dedans. Mais c'est aussi pour ça qu'ils diversifient. Near Protocol, 150 millions. Donc on est plutôt là aussi dans la médiane du tableau. Attention. Ah oui, voilà, j'arrive pas. Je descends doucement. Hop.
Donc Consensus, on est plutôt sur développement Ethereum, 200 millions, on dirait aussi pareil, on est dans le milieu de tableau. FTX, etc. Bon, là, on est sur les tokens d'exchange centralisés, hein, d'accord. Celsius, je l'ai vu passer, Celsius, 400 millions, attention, ça pose beaucoup de soucis. Caisse de dépôt et de placement du Québec, bon, voilà. Avalanche Foundation, 230, on est plutôt dans le haut du tableau. Novolab, je ne sais plus ce que c'est. OpenSea, 100 millions, plutôt le bas du tableau. Solana, 314 millions sur une seule levée de fonds l'année dernière. Bon, après, c'était sur un gros truc. Circle, donc USDC, 440 millions, ok. Paxos, etc. Chainalysis, on est encore sur du Ethereum, mais bon, on voit qu'il y a donc plusieurs funding rounds, plutôt limités à chaque fois. Mais voilà. Ripple, 200 millions. Donc encore une fois, là on est sur des levées importantes, mais 2019. Hein, donc là, on commence à aller dans le bas du tableau en termes de durée. Ok ? Donc ça vous donne déjà une ordre d'idée. Et là, encore une fois, j'ai caché tous les petits. Hein. C'est de comprendre qu'il y en a certains qui ont peut-être levé au moins autant de fonds que ceux-là, mais pas avec la même structure d'investissement. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce dont on a parlé avant, d'isoler, d'accord, parmi ces funding rounds, ceux qui sont les plus importants, donc ceux qui risquent d'avoir les contreparties dont on a parlé, c'est-à-dire des contreparties politiques, voire carrément, en cas de baisse du token tellement forte, des prises de contrôle du développement de l'entreprise. Parce que ça, il faut qu'on en parle tout de suite. Il y a ce qu'on appelle le Predator VC, c'est-à-dire que ces VCs, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent et ils sont prêts à un moment donné, en cas de bear market, c'est-à-dire que si on doit installer le bear market, et c'est pour ça que je vous en parle ce matin, ces VC prédateurs, la première des choses qu'ils font en général, c'est qu'ils vont à ce moment-là venir spot et racheter les tokens qui leur manquent pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et là, on va avoir une disparition totale de l'éthique du projet initial ou tout ce qui avait pu être vendu dans le white paper, puisque le VC va simplement à ce moment-là en fait racheter bêtement et simplement à la fois la technologie et la base d'utilisateurs. La politique de l'entreprise peut partir à 180 degrés dans ce cas-là. On est encore une fois sur du prédateur, c'est-à-dire une prise de contrôle totale de la société en question. Donc là, il faut faire gaffe. On parle encore une fois de protocole décentralisé. Donc un risque de VC prédateur, c'est franchement pas négligeable. Et principalement, on nous dit, c'est si on a un VC de base qui avait un contrôle assez large dans l'entreprise, mais pas total, c'est-à-dire il restait une part minoritaire, mais il lui manque un peu, entre guillemets. Et donc, ces VC funds, à ce moment-là, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont collecter de l'argent pour un funding round, ce qu'on appelle agressif, et ils vont cette fois aller acheter spot. Ils vont acheter les tokens qui restent. Ça a pour effet de faire pumper le prix du token, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'effectivement, à moyen terme, vous avez une société qui va avoir, dans l'ombre, un contrôle pratiquement total de la société. Donc ça, c'est très très compliqué, surtout quand on cherche à vendre des technologies décentralisées. Parce que ça veut dire que ceux qui vont jouer à ça vont se prendre la SEC derrière et ça va pas être beau. Donc, on fait très attention à ces trucs-là. Okay ? Ça veut aussi dire que plus le VC a d'impact sur le prix, plus il faut comprendre comment fonctionne un VC. Il a réparti son risque. On l'a vu, il va positionner généralement 20, voire plus, puisque là, vous aviez que les top portefeuilles, c'est-à-dire il y a toujours aussi des petits investissements beaucoup plus spéculatifs sur des market cap plus basses. Mais le VC, il répartit son capital très largement et il sait de toute façon qu'il ne réussira pas partout. Comme je vous dis souvent, il mise sur plusieurs chevaux dans la course et il ne cherche pas à avoir le quintet. Il cherche juste à en avoir 2 ou 3 qui sont dans la top. Pas forcément avoir le winner, mais de se dire, voilà, quand on chope les bons, effectivement, on va essayer de les conseiller convenablement, etc. Mais c'est dans cet aspect-là où le politique peut effectivement là avoir le double effet qui se coule positif. La société ayant et faisant partie du quintet, dans ce cas-là, le VC, qui fait beaucoup de rendement sur son investissement, va décider ou non de poursuivre. C'est-à-dire, soit il va continuer d'apporter du capital et du conseil, soit justement, on avait une vision plus court terme, le VC va dire, bon, moi je m'arrête là, à toi de trouver d'autres investisseurs, moi je vais juste prendre mes profits. Et là, c'est le problème. C'est-à-dire que le VC ayant accès à des informations à l'intérieur de la société, on est sur franchement ici, on est proche du délit d'initié, à ce niveau-là, le VC peut, si à un moment donné estime que la croissance à court terme de l'entreprise peut commencer à ralentir, bref, ça commence à plafonner en termes d'adoption, etc. Généralement, le VC a l'information avant tout le monde. Le principal problème que ça cause, c'est que, ayant une part relativement significative du supply, quand il commence à dumper, c'est pas beau. Donc c'est le principal problème d'un VC qui a des levées de fonds conséquentes en termes de position relative de la market cap. Ça cause 2 problèmes. Le premier, c'est que si les VC voient qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans l'entreprise et que les prix sont très loin de la valeur, il y a un moment donné où généralement ils viennent acheter les parts qui leur manquent pour prendre le contrôle.
avec les risques et périls que ça sous-entend. Ça veut dire que vous, si vous êtes investisseur de ce projet, vous allez vous retrouver peut-être avec un VC qui va en prendre le contrôle et ça va partir à 180 degrés de ce que vous vouliez. Puisque clairement, il a le contrôle, donc il va prendre les votes de gouvernance et faire exactement ce qu'il veut, ou en tout cas, il aura un contrôle à l'intérieur de la société, puisqu'il en contrôle les financements directs. Et donc, on va faire attention à ça. C'est la première des choses. La deuxième, comme on l'a dit, c'est que le risque, c'est que si derrière certaines entreprises dans lesquelles des financements relativement conséquents ont été injectés, si au bout d'un moment, les VC ayant des informations d'insider commencent à juger que le momentum est pas bon, ou pire, parce que c'est souvent le cas, comme ces gars-là sont sur 10-12 projets, ils vont garder les pépites, ils vont garder les 2-3 licornes qui vont le plus vite, et si malheureusement, même si vous avez un bon projet, si vous avez un développement plus lent, il y a ce capital, il y a cette allocation de capital qui est généralement faite par les VC, qui est de, on mise sur plusieurs chevaux, puis quand on commence à voir les gagnants, on retire des chevaux qui vont moins vite, et on va sur les chevaux qui vont plus vite. Et ça, généralement, ce que ça fait, c'est que du coup, on se retrouve avec des investisseurs avec des visions très spéculatives, qui s'en vont de projets, alors même que ces projets-là ont besoin de soutien à ce moment-là. Donc ça, c'est très chiant, puisqu'effectivement, même si un bon projet avance, s'il avance moins vite que certains, il peut effectivement voir ces montants VC investis initialement ne plus être reproduits. Et dans ce cas-là, le VC qui avait des contreparties, souvent des tokens, va juste dumper les tokens pour récupérer son investissement initial, ce qui lui permettra de renforcer son investissement sur un autre cheval qui, selon lui, court plus vite. Donc il faut comprendre que le VC, on est vraiment, encore une fois, sur un... Au début, j'aide tout le monde parce que je ne sais pas qui va gagner, et puis quand je commence à voir dans la course qui a le plus de chances de gagner, il y a un moment donné où je vire les losers, enfin pas les losers, en tout cas je vais commencer par virer les losers, puis après petit à petit je remonte dans la liste. Même si un cheval est clairement, potentiellement en phase d'arriver à passer la ligne d'arrivée, ce qui est déjà énorme dans un marché aussi concurrentiel, s'il y en a un qui est déjà bien plus en avance et qui court plus vite, on va probablement, malheureusement, dumper quand même celui qui passerait la ligne d'arrivée pour renforcer l'exposition sur le plus grand. Donc ça, il faut comprendre ces 3 mécanismes d'investissement VC. Donc comme je l'ai dit, il y a la prise de contrôle agressive, les fonds prédateurs, plus évidemment, la position initiale du capital relative à la market cap dans le bear market pourra et verra probablement certains de ces projets voir, à mon avis, ces investissements très agressifs. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que les marchés sont ouverts et publics, c'est-à-dire que le VC qui veut faire ça ne peut pas être empêché. Il va simplement acheter les tokens qui circulent au marché pour obtenir le pouvoir qui lui manquait, et il va devenir une part relativement significative, voire majoritaire, des droits de vote, et il va pouvoir faire passer à peu près ce qu'il veut, orientant donc la société dans le sens exact qu'il veut. Évidemment, plus on va taper dans le top 20, etc., plus ça va devenir très compliqué de faire ça, mais n'oublions pas que certains tokens, là j'en ai un particulièrement en tête, Avax et Solana, sont des projets qui, pour ma part, risquent de dévier considérablement des white papers et des visions qu'ils ont vendues. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, ils sont ceux qui ont levé le plus de fonds dans cette liste, d'accord ? Mais c'est surtout ceux qui, d'un point de vue prix à court terme, m'inquiètent clairement, étant donné leur niveau de valorisation. D'accord ? Alors on est toujours sur du 12 milliards de dollars, faut pas dire ce que voilà. Mais c'est bien de comprendre que par rapport aux fonds qui ont été levés, et on ne connaît pas les contreparties politiques qui ont été apportées à ces levées de fonds, relativement conséquentes, ils sont, à mon avis, ces projets-là, pas en risque immédiat, mais dans le cas où vraiment on entrait dans un bear market, imaginons donc un Solana qui vaut plus que 4 ou 5 milliards de dollars de market cap, il est fort à penser que certains fonds spéculatifs vont en profiter pour cette fois investir au marché et prendre le contrôle de ce genre d'entreprise. Les faire remonter peut-être avec le risque des fameux pump and dump, c'est-à-dire au final on fait pumper le prix, ici on dump tout parce que l'entreprise ne va pas plus vite que les collègues, etc. Donc attention encore une fois, moi je lève ces interrogations quant au levée de fonds par rapport à ceux qui sont dans le haut du classement. Et on l'a vu, pour moi, ceux qui sont dans le haut du classement, on est sur vraiment, et de façon assez marquée, Avalanche et Solana. Je pense que ce sont les projets qui sont en risque, donc, de malheureusement souffrir des investissements VC. Dans le cas où on irait dans un bear market, on craindrait dans ce cas-là plus le surinvestissement prédateur, c'est-à-dire, vous dumpez vos tokens, au bout d'un moment, le VC va juste se dire, écoute, moi, voilà, je vais prendre, et puis c'est une bonne boîte, il y a une base d'utilisateurs, je vais récupérer le contrôle de l'entreprise. Alors évidemment, c'est vrai que pour la centralisation du projet, c'est pas top du tout, comme on l'a dit, mais c'est surtout, le principal effet, c'est de comprendre que la direction du projet peut changer de façon assez radicale, pour des intérêts beaucoup plus financiers que des intérêts, on va dire, de type production de technologie, etc. Ça, l'histoire, elle est pleine de situations de ce genre pour des entreprises parfois même extrêmement connues, où derrière, on se retrouve avec une entreprise dirigée par des financiers, et clairement pour des visions financières.
pour le meilleur ou pour le pire, mais encore une fois, j'ai plutôt l'impression que ça fait très vieille finance. Donc j'aurais du mal à miser sur ces sociétés-là. Comprendre que ces mécanismes existent et qu'ils proposent effectivement des risques. Maintenant, ils ne sont pas garantis. Ça, je vous l'ai dit, cet investissement prédateur, il faudra le redouter si on entre vraiment dans un bear market prolongé. Moi, le scénario le plus probable, comme je vous dis, c'est que ces VC apportant du capital frais vont probablement orienter la politique de l'entreprise vers des décisions plus court-termistes. C'est ce que je crains malheureusement chez Solana et Avax. C'est que dans un premier temps, on ait donc effectivement des nouvelles très très positives, dues à des développements rapides, ça réinsuffle du momentum, ce qui pourrait nous ramener dans les médianes de range, et c'est là malheureusement qu'on risque la deuxième probabilité, c'est que sur ces entreprises-là, elles sont bonnes. Encore une fois, j'ai dit, c'est des super bons projets. Mais il faut comprendre qu'on est dans un environnement hyper concurrentiel, et si à ce moment-là, il y en a un autre qui avance plus vite, ce qui risque de se produire, c'est que le VC va dump ses jetons, et évidemment, je lui ai dit, alimenter les autres, la fameuse recovery en cas. Donc, vraiment faire attention à ce truc-là. Je pense que les projets qui ont des fonds VC sont les projets qui ont de loin les plus grandes probabilités de rebondir dans les médianes des ranges. Je vous en ai parlé déjà, de vous dire, je vois clairement quels sont les projets qui vont revenir sur les zones de valeur. Effectivement, on les retrouve dans ces putains de listes d'investissement. Ce sont les Atom, les Link, les Bitcoin, les Ethereum, les Solana, les Monero. Binance n'a plus besoin de financement vu tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Les Avalanche, voilà. Pour moi, les AVE, tous ces trucs-là, on a vu. Les MakerDAO, tout ça, ça devrait revenir vers les zones de valeur sans aucun problème, étant donné le fait qu'ils ont de l'argent frais. Donc, bear market ou pas, ces trucs-là vont bosser clairement à mort. Et ils vont probablement, plus les investissements VC sont élevés, produire rapidement à court terme pour remonter le sentiment, les prix, etc. La question importante, c'est la suite. Plus ces montants ont été élevés et concentrés, plus les contreparties politiques sont généralement élevées. Et il est donc important de comprendre que dans ce mécanisme-là, le risque, c'est qu'effectivement, si malgré les efforts court-termistes, le moyen terme est plus lent que certains compétiteurs, eh bien, effectivement, le VC ne fera pas gaieté de cœur. Il n'en a rien à foutre de cette entreprise, il est investi sur 15 autres et ils ne sont pas là pour faire du social. Donc il faut bien que vous compreniez ce truc-là. C'est à la fois un avantage, clairement, puisque pour moi, ce sont ces boîtes-là, targetées par les VC, qui ont une très grande probabilité de rebondir, bien plus que les autres, mais vraiment bien plus que les autres. Je vous en avais déjà parlé, maintenant vous comprendrez probablement pourquoi. Mais comprendre que c'est à la fois, comme on dit en anglais, a blessing and a curse. C'est vraiment autant un avantage que les inconvénients que ça va pouvoir apporter derrière. Et ça, malheureusement, ça ne plaide encore une fois que pour la réponse en cas derrière. La plupart de ces projets vont probablement s'en sortir, mais pas tous. Et ça, il faut que vous en soyez conscients. Ceux qui seront dumpés par les VC pour pouvoir renforcer leur exposition sur les autres, vous n'en aurez pas la vision immédiate, puisque comme je vous dis, il risque d'y avoir énormément de bruit sur ces zones médianes. Donc, ce sera difficile de distinguer, mais il faut comprendre que effectivement, à horizon quelques mois, quand la différenciation en cas se mettra en place, si bien évidemment on est dans ce type de scénario-là, il faudra vous y résoudre. Ne vous accrochez pas à vos tokens. Si les VC le dump pour en acheter un autre, il faudra faire pareil. C'est dans ce sens-là que je suis d'accord avec le follow the money. Mais j'ai vu dernièrement des choses qui m'inquiétaient. Par exemple, justement, ce sont les projets qui ont levé le plus d'argent, qui ont le plus de chances de réussir. Eh bien, je réponds aujourd'hui de façon beaucoup plus complète. Oui et non. Blessing and a curse. C'est de comprendre que certains projets vont malheureusement mourir à cause de ces investissements VC, même si pourtant ce sont de bons projets sur le papier, etc. Parce qu'aujourd'hui, leur politique va probablement dévier de ce qui a été vendu pour d'abord des intérêts financiers plutôt court-termistes, et après, c'est plutôt le moyen terme qui décidera dans tous les cas, mais c'est très difficile d'anticiper ces choses-là. On parle de fondamental à moyen terme. On peut difficilement anticiper concrètement ce qui va se passer à moyen terme, surtout sur des données fondamentales. Il faudra suivre, etc. et comprendre que il faudra suivre la tendance. Si vous jouez sur ces projets-là, et c'est ce que moi je fais, je joue sur la valeur, je sais, et je vous l'ai dit depuis le début, certains projets, malgré leur valeur, ne pourront pas rebondir. Et ce que je voulais ajouter aujourd'hui dans votre compréhension, c'est que c'est probablement les levées de fonds VC qui risquent de pénaliser certains projets. Ceux qui ont eu des levées de fonds très élevées, comme les Solana et les Avax, vont vraiment devoir être à la hauteur des investissements. Sinon, c'est d'abord blessing pour finir avec un curse. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas aujourd'hui, qui se disent juste plus tu as levé de fonds VC, plus tu vas réussir. Non, ça c'est faux. C'est au contraire, ce sont les projets qui ont levé le plus d'argent de façon concentrée qui vont subir le plus de risques quand on sera revenu à la moyenne, si déjà on y revient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je tenais clairement à faire cette vidéo hyper importante parce que j'ai vu, encore une fois, nombreuses
interventions très partielles autour de ces sujets, soit par incompétence, soit parce que il faut produire du contenu rapide, etc., très facile à digérer. Voilà, aujourd'hui c'est 35 minutes de vidéo, mais par contre j'ai couvert beaucoup plus convenablement, il me semble, ce sujet hyper important à comprendre. Allez, bye bye!